Alors, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de Power Query, Power Pivot et compagnie. Je vais me permettre de présenter le PowerPoint, non pas en mode présentation, mais dans un mode, comme vous voyez présentement à l'écran, parce que je vais naviguer entre Excel et PowerPoint, et donc ce sera plus facile de cette façon-là. Alors, bienvenue à vous tous. Je me présente, mon nom est Sophie Marchand. Je suis détentrice d'une maîtrise en finance corporative et d'un titre comptable CPA-CGA. Et je suis également un MVP, un titre remis par Microsoft qui signifie Most Valuable Professional. Et je suis l'instigatrice donc du CFO masqué. Et je compte 14 ans d'expérience en finance corporative. Au CFO masqué, on fait de la consultation et de la formation. On s'intéresse beaucoup à Excel et à Power BI, d'où finalement le sujet d'aujourd'hui. Avant toute chose, si les sujets, devrais-je dire, de nos webinaires vous intéressent, premièrement, sachez que cette présentation-là que vous voyez à l'écran en ce moment, elle sera téléchargeable sur notre site web bientôt. Mais je vous invite donc à suivre, à surveiller tous nos webinaires et conférences à venir. Je vous invite aussi à rejoindre notre groupe d'usagers Excel et Power BI. Ça, c'est tout à fait nouveau. Alors, Microsoft a lancé récemment un site web. En fait, je ne suis pas sur le bon présentement. Laissez-moi tasser un petit truc ici. Donc, Microsoft a lancé un site web qui s'appelle The Microsoft Power BI Community. C'est ce que vous voyez à l'écran. À travers cette communauté-là, nous, on a un groupe qui s'appelle le Montreal Modern Excel and Power BI. Ce que je vous invite à faire, si ça vous intéresse, si vous voulez rejoindre ce groupe d'usagers, c'est d'aller sur le site community.powerbi.com et d'aller dans les user groups et vous recherchez donc le Montreal Modern Excel and Power BI. Ce que vous faites dans un premier temps, allez pas tout de suite sur Join Group, ce ne sera pas la bonne procédure. Allez plutôt ici en haut, vous allez voir un bouton pour vous enregistrer. Vous devrez confirmer votre enregistrement par courriel. Une fois que c'est fait, allez dans la zone sur notre page de groupe ici, où est-ce que ça dit Claim Your PUG Badge. Et vous allez devenir à ce moment-là membre de notre groupe. Vous allez vous voir apparaître dans la liste des membres ici. Et une fois ce processus-là fait, vous pourrez faire Join Group. Alors, c'est un peu compliqué. Microsoft a fait ça un peu compliqué, mais bref, si ça vous intéresse, vous ferez alors partie de notre groupe d'usagers. Évidemment, si le sujet vous intéresse, on offre aussi une série de formations et de services rattachés à Excel et Power BI. Et toujours à la suite de notre webinaire, vous recevrez un code de 10% applicable à notre boutique en ligne. Alors, avant même d'entamer le webinaire, je vous montre une petite visualisation de données qui est faite avec Power BI Desktop, un des sujets qui sera abordé dans notre prochain webinaire. Et l'idée ici, c'est que je voulais prendre les réponses que vous m'avez données dans le sondage à la question s'il vous plaît, nous indiquer ce qui vous intéresse concernant le sujet de notre webinaire, parce que je voyais beaucoup des gens parler de formation, d'apprendre, de comprendre aussi. Vous voyez les mots, ici j'ai un word cloud, vous voyez les mots importants qui sont ressortis. Aujourd'hui, peut-être que vous apprendrez pas des choses techniques, mais vous allez certainement en comprendre. Vous allez notamment comprendre ce qui existe à travers des démonstrations concrètes et vous aurez donc une idée de l'étendue des possibilités de Power Query et de Power Pivot et un peu de Power View et Power Map. Alors, on va commencer avec Power Query. Et pour parler de Power Query, je dois d'abord et avant tout vous parler d'Excel. Alors, si vous êtes en train d'écouter le webinaire, c'est parce que vous êtes des passionnés d'Excel ou vous travaillez avec Excel à tous les jours et c'est un mal nécessaire, mais l'un ou l'autre. Cela dit, Excel, c'est un excellent outil d'analyse, vous le savez déjà, surtout lorsque les données qu'on analyse, donc les données sous-jacentes, sont présentées dans un format adéquat. Par contre, c'est quoi le problème le plus souvent rencontré quand on travaille avec des données Excel? C'est justement que les données sont pas dans le bon format.
Donc, il y a un gros travail qui est fait au niveau de la manipulation des données. Donc ça, non seulement ça prend du temps, mais ça prend aussi, ça l'entraîne aussi, pardon, des risques d'erreur. Et si on est dans un exercice où on doit répéter la manipulation à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, ben c'est toujours à recommencer à zéro. Alors, quelques exemples de manipulation qu'on fait souvent dans Excel quand on analyse des données, convertir des données qui sont en ligne en colonne ou des données en colonne en ligne, donc convertir tout ça, convertir des fichiers texte en valeurs, convertir des fichiers non délimités, par exemple des CSV en fichiers en colonne, ajouter des sources de données les unes à la suite des autres. Donc ça, c'est des manipulations, j'en ai nommé quelques-unes, évidemment, probablement qu'il vous en vient une panoplie d'autres en tête. Et on va voir donc que dans Excel, on peut traiter ce genre de situation-là, mais Power Query le fait différemment. Donc avant Power Query, ou si vous n'utilisez pas encore Power Query, vous utilisez donc encore Excel, ce genre de manipulation-là, vous pouvez les résoudre en faisant des VLOOKUP, des index, des match, des offset, des left, len, trim, clean, toutes sortes de fonctions finalement qui vous amènent à votre fin. Mais qui sont quand même complexes à écrire. Nous, on donne des formations Excel, il y a peu de gens qui maîtrisent bien les fonctions comme index, match, offset, ces choses-là. Sinon, il y a aussi les gens qui développent en VBA. Ça aussi, c'est un peu plus complexe à écrire, donc c'est un langage de programmation, donc c'est un peu plus hermétique. Et c'est donc réservé finalement aux usagers avancés. Vous le savez sans doute, quand quelqu'un a créé quelque chose en VBA puis quitte l'entreprise, c'est jamais évident de reprendre ce qu'il a construit comme outil. Et il y a ceux qui sont vraiment très avancés aussi et qui font des requêtes SQL. Alors, toutes ces possibilités-là, elles sont toujours là, mais elles prennent beaucoup de temps à développer, à tester, à débugger, à maintenir, à faire évoluer. Et donc, Power Query, c'est un peu ce qui vient soulager les problématiques rencontrées par ces façons de faire là. Alors, ça va réduire le temps consacré à la manipulation de données et évidemment les risques d'erreur, parce que quand on fait tout ça manuel, on augmente évidemment les risques d'erreur. Et donc, si vous êtes analyste ou que vous travaillez d'une façon ou d'une autre à analyser beaucoup de données, si vous vous intéressez pas rapidement à Power Query, ben, il est fort possible que vous soyez dépassé par ceux qui s'y intéressent parce que avec Power Query, vous allez investir du temps pour créer des procédures. Puis une fois que c'est fait, vous allez juste appuyer sur un bouton pour mettre la procédure à jour. Donc, si c'est à répéter à tous les jours, vous aurez investi du temps pour le créer une fois et par la suite, ça se mettra à jour automatiquement. Alors, allons dans les exemples concrets. On va aller dans Excel. Je vais vous montrer 5 exemples dans Excel et je vais revenir ensuite à ma présentation PowerPoint. Je vais vous parler de 3 autres exemples un peu plus détaillés. Et par la suite, on balancera dans la section de Power Pivot. Alors, le premier exemple, c'est un exemple où on va finalement fusionner des sources de données. Dans un premier temps, il faut savoir que Power Query pour Excel 2010 et 2013 apparaît dans un menu séparé, comme le Power Pivot ici. Mais moi, comme j'utilise une version Excel 2016, Power Query est tout simplement intégré dans le menu Données. Et donc, il se trouve ici dans la section où je pointe en ce moment. Et il est possible dans Power Query d'aller chercher des sources de données, peu importe où elles se trouvent, donc des fichiers Excel, CSV, XML, texte, peu importe aussi les types de bases de données. Donc, vous en avez une liste ici. Des données aussi sur Azure. Évidemment, on parle de Microsoft. Et toutes sortes d'autres données, des données qui seraient sur le web, des données, par exemple, vous avez Dynamics CRM, Salesforce. Donc, il y a plein de sources possibles où aller chercher des données. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Dans mon exemple, je vais prendre des données Excel dans le fichier Excel où je me trouve en ce moment, ce qui va être rarement la réalité, mais c'est pour vous montrer comment fusionner différentes sources de données. Alors, vous voyez ici, j'ai les données de vente de la filiale A qui vend les produits A, B, C, D, E, et la filiale B qui, elle, vend les produits A, B, F, G, H. Et ensuite, j'ai le coût des ventes de la filiale A, toujours pour ces mêmes produits,
et le coût des ventes de la filiale B, toujours pour les mêmes produits. Vous voyez les 4 sources de données à l'intérieur de mon fichier Excel. C'est ce que je vais utiliser dans la démonstration, mais vous pouvez vous imaginer que chacune de ces 4 sources-là réside dans d'autres systèmes, dans d'autres formats, pas nécessairement Excel. On a vu tous les formats possibles. Et donc, la première étape, c'est d'aller chercher chacune des sources de données. Et c'est ce que vous voyez ici à droite quand vous voyez vente A, vente B, coût A, coût B. Vous voyez, à chaque fois, c'est marqué 5 lignes chargées. C'est mes 5 lignes de données. On s'entend que 5 lignes, c'est rarement la réalité. Vous auriez sans doute des bases de données beaucoup plus grandes que ça, mais encore une fois, c'est pour illustrer le concept. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va chercher les quatre sources de données. Alors ici, vous voyez le résultat, mais quand je veux aller les chercher, évidemment, il faut passer par le menu pour aller les chercher, etc. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est la filiale A. Donc, je vais juste aller dans la requête comme telle. On va attendre que ça se charge. Je vais mettre mes requêtes ici. Donc, juste pour vous montrer, vente A, c'est ma table de vente avec les produits de la filiale A. Vente B, produits de la filiale B. Coût de la filiale A, coût de la filiale B. Et finalement, filiale A ici, ce que j'ai fait, si je vais dans la source, c'est que j'ai fusionné ma première table avec la deuxième table. Où est-ce que vous voyez table ici? Et si je clique sur le menu ici, je suis allé choisir la colonne coût des ventes. Okay? Ça m'a amené à l'étape suivante où j'ai pu créer la filiale A et j'ai renommé les colonnes. Donc, j'ai mes 5 produits de la filiale A, ses ventes et ses coûts. Ça veut dire que j'ai fusionné les deux tables en une seule table et c'est une fusion finalement horizontale, côte à côte. J'ai fait la même chose avec filiale B. Donc, je suis allée chercher d'abord les ventes, ensuite les coûts. Je les ai fusionnés, j'ai renommé les colonnes. Et finalement, j'ai fait une consolidation. Avant d'aller plus loin, quand je dis fusionner, vous voyez ici fusionner des requêtes. Je vais vous montrer, je vais sortir de la fenêtre en fait juste avant. On l'a ici aussi, fusionner. Donc, quand je fais fusionner, Power Query va me permettre donc, quand je dis fusionner les ventes A avec les coûts A, c'est ce que je fais ici. Je fusionne les deux. Ce que je vous ai montré dans mon éditeur ici, c'est la résultante. Donc, une fois que j'ai utilisé cette fonctionnalité-là, je me retrouve avec le résultat suivant. Par la suite, Conso, c'est le même genre de fusion, mais c'est bout à bout. Donc, au lieu de fusionner côte à côte, on fusionne bout à bout. Et vous retrouvez ici ABCDE, les produits de la filiale A, et ABFGH, les produits de la filiale B. Donc, j'ai réussi à les mettre bout à bout, mais si je veux vraiment une table par produit, c'est-à-dire je ne veux pas de doublons, je voudrais plutôt que ça additionne, ben, je vais utiliser la fonctionnalité ici, Group By. Je vais l'ouvrir. Vous voyez ce que j'ai fait ici. J'ai regroupé par produit, donc c'est la colonne résultante ici, produit. Et j'ai ajouté 2 colonnes. Une colonne qui s'appelle vente conso, une colonne qui s'appelle coût des ventes conso. Et pour chacune des 2 colonnes, j'ai fait quoi? J'ai fait d'abord la somme de la colonne vente. Alors ici, j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre qu'une somme, une moyenne, une médiane, compter les lignes, etc. Mais j'ai fait la somme des ventes puisque c'est ce que je voulais. Et pour la colonne coût des ventes conso, j'ai fait somme, coût des ventes. Et j'ai donc mon produit final, ma table en question. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que si jamais il y avait des modifications à faire, ici, vous voyez étape appliquée pour chacune de mes requêtes, ma requête finale étant le conso ici. Si jamais je voulais faire des changements éventuellement, je pourrais revenir, soit supprimer une étape, soit ajouter une étape, soit modifier l'étape. Par exemple, dans mon Group Rows ici, je pourrais revenir et changer le tout éventuellement si je voulais modifier la requête en question. Une fois que c'est enregistré et que c'est correct, par contre, je vais sortir, vous allez voir toutes les requêtes de votre fichier. Donc, les 4 requêtes où je suis allé chercher mes données, les 2 requêtes où j'ai fusionné pour créer filiale A, filiale B, et la requête finale où j'ai fait mon conso. Et vous voyez toujours, il y a un petit menu de mise à jour. Ça veut dire que la prochaine fois que je veux mettre à jour mes données, parce que mes 4 sources de données ont évolué, il y a davantage de données, tout ce que je vais faire, c'est cliquer sur mise à jour
et je vais obtenir donc ma table conso mise à jour avec les nouvelles données. S'il y a des nouveaux produits, les nouveaux produits vont s'ajouter et va toujours se présenter de la façon suivante. Alors ça, c'est quelque chose de facile à faire, contrairement à un code VBA, par exemple, et facile à maintenir, parce qu'on peut aller dans les étapes, en supprimer, en modifier, en ajouter, et facile à mettre à jour parce qu'on appuie sur le bouton. Il y a évidemment d'autres fonctionnalités de mise à jour, mais disons, la fonctionnalité de base, c'est ici par le bouton de mise à jour. Je vais sortir de cet exemple-là, je vais aller dans un deuxième exemple. Alors ici, je pars d'une table. C'est une table de transactions de vente. Vous voyez des dates, vous voyez des numéros de factures, des numéros d'items, des vendeurs, bon, le gestionnaire et des informations sur les items vendus. Vous avez notamment le prix unitaire et la quantité vendue, mais vous n'avez pas par contre les ventes. Il n'y a pas la multiplication des deux. Et c'est correct comme ça, on va l'adresser dans Power Query. Et si vous regardez à droite, j'ai mes requêtes Power Query, celles que j'ai déjà faites. Celle que je vais vous montrer, c'est celle-ci qui s'appelle Statistique 1. Je vais double-cliquer et je vais vous montrer ce qui a été fait. Notre intention, c'était d'arriver à ceci, donc d'avoir par produit les ventes par vendeur. Donc, vous voyez produit 1, 1, 1, 1, 1 et j'ai ma liste de vendeurs en ordre alphabétique et j'ai la somme des ventes, le nombre de ventes, donc le nombre de transactions et les ventes moyennes. Alors, ce que j'ai fait d'abord et avant tout, c'est que je suis allée chercher la source de données. Donc, vous voyez que c'est exactement la table d'origine. Encore une fois, elle était dans mon fichier Excel, mais elle aurait pu se trouver sur n'importe quel autre système. Et la première chose que j'ai fait, c'est adresser le problème du total des ventes, parce que j'ai le prix de vente unitaire, j'ai la quantité, mais j'ai pas le total des ventes. Alors ici, j'ai utilisé la fonctionnalité ajouter une colonne personnalisée. Je l'ai appelée vente et j'ai tout simplement multiplié la colonne qui s'appelle prix des ventes unitaires par les quantités. Et ça m'a donné donc une colonne supplémentaire ici qui s'appelle vente. Par la suite, j'ai fait encore une fois un group by, donc un regroupement. J'ai fait quoi? Ben, j'ai voulu présenter mes données par numéro d'item et par vendeur. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Regroupé par quoi? Par numéro d'item, par vendeur. Et par la suite, les colonnes que j'ai voulu présenter, donc numéro d'item, vendeur, c'est les trois suivantes. La somme des ventes, qui est quelle opération? Bien, la somme. De quelle colonne? De la colonne vente. Et ensuite, le nombre de transactions, c'est le nombre de lignes finalement dans ma base de données. Donc, j'ai juste fait compter les lignes. Et la moyenne des ventes, j'ai fait la moyenne des ventes, tout simplement. Et par la suite, j'ai utilisé des options de tri dans mes menus ici, de façon à présenter le tout par produit en ordre croissant et pour chacun des produits par ordre alphabétique par vendeur. Encore une fois, ici, je suis dans l'éditeur de la requête et je vais sortir d'ici. Quand c'est fait, ben, j'ai le résultat ici dans mon fichier Excel et je peux mettre à jour. Ça veut dire que si la base de données sous-jacente évolue, je vais mettre à jour et ça va refaire toutes les manipulations sans que j'ai rien à faire et remettre le résultat donc à jour. Encore une fois, si la source venait qu'à changer, je pourrais retourner dans ma requête en question, dans les étapes appliquées qui sont ici, et les modifier au besoin. Donc voilà un autre exemple de l'utilisation de Power Query. Je vais enchaîner maintenant, je sais que je vais vite, mais l'idée était de vous présenter plusieurs cas de figure. Convertir des lignes en colonnes, en fait, c'est plus que ça, mais je vais vous montrer notamment ceci. Dans l'exemple suivant, je vais chercher des données de météo sur le web. Donc, quand je vais chercher les données sur le web, c'est des données de météo pour Montréal. Donc, si vous êtes dans un pays chaud, vous pouvez sans doute rire de notre météo. Et ce qu'on obtient sur ce site-là, c'est plusieurs données, différentes données finalement de météo en degrés Celsius et en Fahrenheit. Et vous les voyez par mois et vous voyez par année et aussi un numéro un index finalement.
Alors ça, c'est la source initiale. Moi, je voulais retenir juste le daily mean. Donc, j'ai fait un filtre pour retenir juste cette ligne-là. J'ai enlevé toutes les colonnes sauf celle des températures en mois. Donc, quand je clique sur l'étape enlever les colonnes, vous voyez le résultat, mais quand je l'ai vraiment fait, j'ai simplement cliqué sur les colonnes et j'ai supprimé les colonnes en question. Donc, ça a enlevé les colonnes, je suis restée avec les colonnes de mois seulement. Et la magie opère ici quand j'ai fait un unpivot columns, donc je les ai dépivotées comme ça. Donc, j'ai maintenant une colonne de mois, une colonne de valeur. Et pour pouvoir traiter des données efficacement dans Excel, vous devriez toujours avoir des données comme ça en colonne et non pas en ligne. Et par la suite, il a fallu que j'extrais seulement les Celsius et que j'abandonne les Fahrenheit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé la colonne en deux. Par la suite, j'ai supprimé la colonne des Fahrenheit. Ensuite, vu que c'est des données qui arrivent du web, je me suis aperçu que le moins ici, c'était pas un signe moins reconnu par Excel, c'était juste une grosse barre. Donc, ce que j'ai fait, c'est un replace value. J'ai remplacé la valeur, la grosse barre, pour un vrai moins. Et donc, j'ai obtenu évidemment un vrai moins. J'ai par la suite remplacé mes points par des virgules parce que c'est comme ça que mes paramètres étaient dans Excel. Et par la suite, j'ai renommé mes colonnes tout simplement. Et vous voyez, ça me donne deux belles colonnes, mois et température. Et c'est lié à une source sur le web. Et encore une fois, je pourrais simplement mettre à jour si je veux les données les plus récentes sur le sujet. Alors, le résultat, toujours dans Excel ici. On verra tout à l'heure qu'on n'est pas obligé de mettre le résultat dans Excel, mais pour l'instant, c'est ce que j'ai fait. Donc, vous voyez le résultat de la requête en question. Je vais maintenant enchaîner avec combiner plusieurs feuilles, qui est une opération aussi qu'on fait souvent dans Excel. Donc, par exemple, ici, vous voyez dans mon fichier, j'ai trois tables, janvier 2014, février 2014, mars 2014. Ce sont trois feuilles dans lesquelles il y a des tableaux structurés exactement de la même façon. Donc, il y a un numéro de compte, un numéro de département et un montant. Et c'est le cas dans les 3 mois. Ce que je fais dans ma requête, tout simplement, je vais ouvrir ici comme ça. Donc, ce que je fais dans ma requête, tout simplement, c'est en fait la partie que je ne démontrerai pas aujourd'hui parce que c'est trop court, un webinaire, c'est qu'il y a un code rattaché au Power Query. La plupart du temps, les usagers ne le verront pas, ne l'utiliseront pas, ils vont pouvoir faire beaucoup de choses, mais pour certaines manipulations, vous allez avoir besoin du code. Comme ici, par exemple, si je regarde le bout de code, en fait, le code ici, c'est par transformation. Donc, chaque fois que je clique sur une transformation, vous voyez le code en question apparaître ici. Et si vous vouliez voir le code au complet, vous avez un éditeur de code, ça s'appelle le code M. Mais comme je vous disais, vous n'êtes pas obligé de vous préoccuper du code pour faire 80% des manipulations. Mais ici, donc, j'utilise le code pour faire excel.currentWorkbook et ça m'amène à la table suivante. Donc, vous voyez, j'ai les feuilles janvier, février, mars, mais j'ai aussi la feuille conso. En fait, ici, la trappe, c'est que le résultat se trouve à être dans une feuille. Donc, quand je vais faire ma requête, je ne veux pas que le résultat fasse partie de mon résultat. Donc, je ne veux pas dédoubler les informations parce qu'on s'entend que si j'additionne tout ça ici, conso, c'est déjà la somme de janvier, février, mars. Donc, si je fusionne ici, je vais avoir chaque donnée en double. Donc, je dois m'assurer de garder juste les feuilles dans mon fichier qui correspondent au mois en question. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délimité, séparé les colonnes à partir du tiret. Donc, c'est ce que j'ai obtenu. Ensuite, j'ai changé pour le mettre en nombre ici. C'était du texte, je l'ai mis en nombre. Ensuite, j'ai simplement ajouté une colonne de 1 et j'ai fusionné les colonnes entre elles. Donc, vous voyez certainement où je veux en venir. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le type de données pour des dates, de façon à avoir une erreur ici et éventuellement de pouvoir me débarrasser de en fait, en retirant l'erreur, je me trouve à enlever de mon opération de fusion la feuille en question qui faisait déjà la consolidation des trois feuilles mensuelles. Alors, avant de faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma colonne ici
et je l'ai demandé de transformer en fin de mois. Donc, vous voyez ici janvier 31, février 28, mars 31. J'ai tout simplement demandé à Power Query de transformer en fin de mois. Ensuite, j'ai retiré les erreurs. Donc, j'ai simplement mes trois feuilles que je veux fusionner. Et j'ai utilisé le menu d'expansion ici pour aller chercher les colonnes de données qui m'intéressaient. C'était les trois. Donc, vous voyez, j'ai compte, département, montant, exactement ce que j'avais dans mes feuilles en question. Et dans mon opération ici, j'ai rajouté la date en question. Donc, pour le mois, si je regarde ici, pour le mois de janvier, j'ai la journée de fin de mois de janvier, février et mars. J'ai renommé mes colonnes, j'ai changé les types de données. Et voilà, mes trois feuilles de mon fichier Excel sont maintenant consolidées dans ma feuille conso. Si vous regardez les dates, j'ai janvier, février, mars. Et ça veut dire que si j'insère une feuille le mois prochain puis qu'elle s'appelle avril, je vais simplement à nouveau mettre à jour ici, actualiser, et mon tableau comprendra les données d'avril. Donc, une opération, encore une fois, facilitée par le Power Query. Parce qu'on a quand même, on est restreint dans le temps, je vais laisser passer consolidation des données de courriel, mais il y a un article de blog sur le blog qui explique cet exemple-là, qui est exactement le même. Et c'est donc de connecter nos données sur du Microsoft Exchange. Alors, je vais vous laisser regarder sur le blog pour cet exemple-là. Je vais plutôt poursuivre avec le suivant. Importer tous les fichiers d'un dossier. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent en entreprise. On a un dossier, puis dans ce dossier-là, par exemple, on dépose toujours le même fichier, c'est-à-dire la même structure de fichier, mais par exemple, un par mois ou un par semaine, ou peu importe la fréquence, mais toujours le même fichier qui s'appelle, par exemple, janvier, février, mars, avril. Et ce qu'on veut, c'est fusionner tout ce qui est déposé dans le fichier sans avoir à le faire, évidemment, manuellement. Donc, quand on le fait manuellement, c'est très fastidieux, puis encore une fois, enclin aux erreurs. Et s'il y a des transformations, si les fichiers sont tout beaux, puis il faut les mettre un à la suite de l'autre, c'est manuel, mais c'est déjà moins pire. Mais si chacun des fichiers individuellement doit aussi être transformé, là, il faut l'importer, le transformer, le copier, le coller, et c'est là que les erreurs et le temps se perdent. Donc, dépendamment de la complexité des transformations, du nombre de fichiers et de la longévité de la solution, c'est-à-dire depuis combien de temps les gens traînent cette solution-là, le processus peut être assez terrifiant. Nous, on a vu des choses en entreprise qui faisaient vraiment peur. Alors, avec le Power Query, on peut faire ça, combiner des fichiers Excel. Par contre, dans ce cas-ci, il faut absolument aller jouer dans le code. Donc, par exemple, dans mon exemple ici, j'ai un dossier qui s'appelle vente mensuelle et dans ce dossier, il y a notamment un fichier qui s'appelle mois 1, il y en a un qui s'appelle mois 2, mois 3, etc. Et je vais simplement chercher le mois 1. Dans mon code, je vais avoir ce que vous voyez à l'écran. Si j'ai des modifications à faire, je vais les faire. Pas évidemment, là, j'ai une image à l'écran, mais si j'avais des modifications, prendre des données en colonne, les mettre en ligne, etc., ça, je le ferai à ce stade-ci. Et par la suite, ce que je fais, c'est je transforme la requête avec l'aide du code en fonction. Donc, c'est ce que j'ai créé ici. Et donc, au lieu de référer, par exemple, au fichier qui s'appelle moi1 exactement dans le lien suivant, vous voyez qui se termine par moi1.xlsx, ce que je fais, c'est que je le laisse dynamique, filepath sheet name, et je remplace ici dans mon code. Ça me permet de créer une fonction. Puis la fonction, vous voyez, fx, fonction perso, c'est ce qu'elle fait ici. Une fois que cette fonction-là est créée, et je ne vous demande pas de retenir tout ça aujourd'hui, je veux plutôt que vous voyez que ça existe et que c'est intéressant. Une fois que c'est créé, je vais obtenir, en fait, je vais utiliser, pardon, je vais juste baisser, je vais fermer ça en fait. Je vais utiliser ce qui s'appelle le à partir d'un dossier. Je vais aller pointer vers le dossier où tous mes fichiers mensuels sont déposés. Et ça va donc me créer quelque chose comme ceci. Donc, vous voyez la source, j'ai tous mes fichiers jusqu'au mois 6, l'extension du fichier, etc., des dates, le lien aussi au complet. Et avec ça, je vais travailler pour garder certaines informations.
Et en fait, ce qui est important, c'est d'arriver, je vais juste vous montrer, là, j'ai fait certaines étapes, mais ce qui est important, c'est d'arriver à l'étape suivante où je vais ajouter une colonne personnalisée en appelant la fonction perso que je l'avais appelée. J'appelle la fonction en question. Et quand je l'appelle, vous voyez, ça me permet d'aller dans chacune des feuilles de, pardon, pas chacune des feuilles, mais chacun des fichiers de mon dossier et d'aller extraire la table de données. Est-ce que je veux extraire toutes les colonnes, juste certaines colonnes? Ça va être à moi de le définir ici. Mais bref, au bout de toutes ces manipulations, où ce que je vais finalement aller extraire les données éventuellement, vous allez avoir la fusion des données de tous vos mois. Et encore une fois, grâce à la fonction qui est flexible et qui va faire les transformations des données sources s'il y a lieu, et grâce à le Power Query qu'on a fait à partir d'un dossier, vous allez pouvoir, à chaque fois qu'il y a un nouveau dossier, de déposer, un nouveau fichier, pardon, de déposer dans le dossier, cliquer sur mise à jour et avoir toutes vos données combinées. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'excessivement intéressant qui peut vous sauver énormément de temps, ça va sans dire. Et j'enchaîne avec deux derniers exemples avec Power Query avant de regarder Power Pivot. Transformer un fichier texte, ça aussi, ça peut être très compliqué si c'est pas délimité comme il faut. Les gens vont souvent utiliser des fonctions comme supprespace, droite, gauche, nbcar pour le nombre de caractères et c'est assez difficile, somme toute, à automatiser. Alors, si je vais chercher le fichier que je vais vous montrer, ça vient d'un fichier de client qu'on a modifié évidemment pour pas que vous reconnaissiez, mais le fichier à l'origine, il a l'air de ceci. Donc, c'est un fichier, en fait, lui, l'extension exacte, c'était un .prn, donc un fichier d'impression. Ça sort souvent des systèmes de facturation, notamment. Ici, c'est un système d'inventaire, mais les systèmes de facturation font ça souvent aussi. Et vous voyez que dans Power Query, quand on va chercher ce fichier-là, c'est juste une grosse colonne. Donc, c'est assez difficile de penser comment on pourrait automatiser ça dans Excel. Et là, je vous fais fi des détails, je vais juste vous montrer que ça existe. Je vais aller étape par étape, mais le principe ici, c'était toujours d'y aller par colonne, ajouter une colonne personnalisée pour aller chercher certaines informations et par la suite de remplir vers le bas les données. Donc, en allant tranquillement pas vite comme ça, euh, on a pu ici aller chercher chacune des informations pertinentes. Évidemment, ça ne s'est pas fait en 5 minutes. Il a fallu réfléchir. Il y a différentes astuces, il y a différentes fonctionnalités de Power Query qui ont été utilisées ici. On travaille beaucoup avec les erreurs, donc forcer des erreurs pour pouvoir ensuite éliminer des lignes qu'on n'a plus besoin. Alors là, je fais des transformations que vous ne voyez pas, mais juste ici comme ça. Et pour arriver donc à la toute fin avec une belle table avec la date, le numéro du magasin, la ville, le numéro du département, les items et les montants en inventaire. Donc, vous voyez, on est parti de ceci pour arriver à ceci. Et encore une fois, c'est pas à refaire à chaque mois, ce qui était le cas dans cette entreprise-là. Donc, il y avait une personne attitrée à Excel, à convertir ces données-là dans Excel pour pouvoir ensuite les analyser. Maintenant, ici, on l'a fait une fois et on n'a plus jamais à le faire. On a juste à rafraîchir la source pour réanalyser nos données. Et mon dernier exemple pour Power Query, c'est, j'ai appelé ça transformer des fichiers extrêmes. Donc, parce que c'est assez extrême le cas que je vais vous montrer. Allons-y comme ça. Donc, c'est des fichiers dans lesquels on devait aller récupérer les données budget. Et là, vous voyez des nuls, un peu partout. Là, vous voyez des nulls, c'était des espaces vides et ça vient de fichiers Excel. Donc, vous voyez, il y a janvier, février, mars, etc. Et il y a budget, l'année dernière, la différence entre les deux. C'est sûrement le type de fichier que vous utilisez aussi. Et là, j'ai des types d'unités pour un magasin donné et j'ai des types d'unités. Ici, c'est les unités vendues par département. J'ai des départements ici.
Ensuite, j'ai le prix unitaire par département et j'ai toujours mes données par mois pour budget l'année passée, la différence. Alors, quand j'amène ça dans Power Query, ça fait peur, mais encore une fois, en faisant des transformations avec toutes les possibilités que m'offre Power Query, je vais juste attendre un petit peu. Bon, la sortie. Voilà. Bon, ça semble, je semble être gelé ici. Attendez juste un instant. Voilà, il y en a beaucoup. J'en ai mis beaucoup sur le dos. Donc, j'y vais étape par étape. En fait, je vais vous épargner toutes les étapes et je vais aller vous montrer le résultat final. Encore une fois, il faut user, c'est pas simplement des fonctionnalités. Les fonctionnalités sont là, mais il faut savoir lesquelles utiliser, dans quel ordre et tout ça. Et en fait, ici, j'aurais pu garder juste budget. Je m'aperçois que j'ai gardé budget et année dernière, ce qui est bien aussi. Mais je vais simplement vous montrer donc que c'est possible dans des cas qu'on pense impossibles, utiliser Power Query pour arriver à des belles tables droites comme celle-ci et reconstituer des analyses par la suite. Alors, je termine le Power Query maintenant parce que je veux avoir le temps de vous parler de Power Pivot. Euh, les transformations, vous avez vu dans Power Query, le résultat peut se mettre dans un fichier Excel. Si c'est ça, c'est parce que c'est une faible volumétrie, parce que vous savez tous, Excel, c'est 1 million de lignes, donc vous ne pouvez pas avoir plus qu'1 million de lignes. Et quand vous faites ça, ben les données sont dans Excel comme à l'habitude, et vous travaillez dans Excel comme à l'habitude. Sinon, si vous avez beaucoup de volume, si vous avez besoin pas juste la table, mais d'agrémenter davantage la table et de la faire parler avec d'autres données, par exemple, on va plutôt utiliser Power Pivot. Donc, dans Power Pivot, si vous avez 10 millions de lignes, vous pourrez mettre vos données dans Power Pivot. Power Pivot va être attaché à votre fichier Excel et va vous permettre donc d'emmagasiner les données qu'on appelle en mémoire. Et c'est donc pas lourd. Contrairement à mettre les données dans Excel, ça occupe de l'espace dans le fichier. Les mettre dans Power Pivot, c'est optimisé au niveau du poids. Et donc, pour terminer sur Power Query, avant d'aller dans Power Pivot, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour utiliser Power Query, il faut aussi des compétences Excel complémentaires. On ne peut pas juste utiliser Power Query en silo. Il faut aussi maîtriser des concepts avancés dans Excel comme les tableaux croisés dynamiques avancés, les segments ou ce qu'on appelle les slicers et les timelines, les graphiques, la mise en forme conditionnelle. Vous avez vu dans certains cas, il faut maîtriser aussi le code M pour aller un peu plus loin, mais c'est quand même pas un code hermétique, là, c'est quand même assez possible d'apprendre assez rapidement. Et dans certains cas aussi, il faut apprendre Power Pivot. C'est ce qui m'amène justement à la section de Power Pivot. Et ça me permet de récapituler. Power Query, ça fonctionne, vous l'avez vu, c'est comme un enregistreur de macros. Vous dites, je supprime, j'ajoute, je modifie, et ça garde en mémoire toutes les étapes de transformation. Vous pouvez importer des données de différentes sources et vous pouvez les transformer dans un format qui va être adéquat pour l'analyse. Power Pivot vient en complément. Comme je vous disais tantôt, Power Query, vous pouvez vous arrêter là, mettre les données dans Excel et analyser si ça répond à votre besoin. Sinon, vous pouvez aussi aller plus loin et au lieu d'enregistrer les données dans Excel, les enregistrer dans Power Pivot. Et là, vous allez pouvoir utiliser Power Pivot pour créer ce qu'on appelle des modèles de données. Donc, vous allez faire des liens, des relations entre différentes tables. Vous allez pouvoir utiliser le langage DAX pour ajouter des mesures d'agrégation, ajouter des indicateurs de performance, donc de peaufiner votre analyse. Et vous pourrez utiliser Power View, Power Map, Power BI pour analyser les données, ou Excel, évidemment. Et vous allez aussi pouvoir utiliser Power Pivot pour créer des hiérarchies et des perspectives. Et c'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Power View, lui, comme je disais, permet d'explorer les données, permet de créer des visualisations. Donc, c'est un outil assez simple, un peu basé sur le principe des tableaux croisés dynamiques, mais beaucoup plus visuel avec des graphiques. Power Maps, c'est le même genre d'outil, mais pour des données géographiques. Et vous allez pouvoir aussi analyser les données dans Excel, comme à l'habitude. Et dans Power BI Service, qui est un site web et qui fera l'objet de notre prochain webinaire.
Donc, le dernier exemple que je vous montre, c'est le Power Pivot qui inclut un Power View et un Power Map. Et dans le Power Pivot, on va voir le concept de créer des relations entre les tables, le schéma en étoile. On va voir l'usage du DAX pour créer des colonnes calculées et des mesures d'agrégation. On va voir comment créer des KPI, des hiérarchies, et on va voir de l'analyse dans Excel, Power View et Power Map. Alors, la première chose que j'ai fait, je vais attendre un petit peu que vous voyez, voilà. La première chose que j'ai fait dans ce fichier, c'est, vous voyez ici mes requêtes, j'ai utilisé Power Query pour aller chercher des données de vente en ligne, des ventes web, des données de vente de partenaires, des données de vente de services, puis des données de vente de produits. Donc, des sources de données qui se trouvaient dans 4 systèmes différents. Je suis allée avec Power Query les chercher et m'assurer qu'ils avaient tous le même format pour ensuite les consolider, donc les mettre bout à bout les unes après les autres. Et ça fait ma table de vente conso. J'aurais pu décider de mettre le résultat dans Excel, comme on a fait jusqu'à maintenant, mais j'ai plutôt choisi l'option de les charger dans Power Pivot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne verrez pas le résultat dans Excel. Pour le voir, vous allez devoir aller dans Power Pivot. Et c'est là que vous allez voir votre table qui s'appelle Vente Conso. Vous allez toujours pouvoir la mettre à jour à partir d'Excel dans la liste de requêtes ici. Et ça va la mettre à jour dans le Power Pivot dans la table que vous allez voir dans un instant. Donc ici, vous voyez Vente Conso, c'est ma table en question. Cette table-là, je ne veux pas l'utiliser en silo, donc elle veut parler avec d'autres tables, notamment une table sur les canaux de vente, les clients, les consultants, les partenaires, etc. Et pour faire ça, j'ai utilisé j'ai utilisé Power Pivot pour créer ce qu'on appelle un modèle de données, qui est dans le jargon un modèle schéma en étoile. Attendez, ça va se charger. Où vous retrouvez ici ma table, Vente Conso, et vous retrouvez toutes mes autres tables autour, d'où le schéma en étoile. Et j'attache finalement chacune de mes tables. En fait, je fais un lien entre mes tables par le biais d'un champ. Par exemple, ici, le numéro de partenaire. Ici, le numéro de canal. Ici, le numéro de consultant. Ici, le numéro de SKU, etc. Ça me permet de faire un modèle complet. Et vous allez voir que du côté d'Excel, je vais pouvoir faire des analyses qui sont basées sur l'ensemble de ces tables-là. J'ai aussi fait une petite hiérarchie ici dans la table de clients. Donc, vous voyez, hiérarchie, j'ai simplement dragué, glissé et déposé pour les Français, des champs ici dans la hiérarchie client pour pouvoir, du côté d'Excel, voir mes données clients par province, catégorie d'employeurs, secteur d'activité et nom de client. Donc ça, je peux créer ça à partir de Power Pivot. Je suis aussi allée dans ma table de vente conso que j'ai extraite de mon Power Query en fusionnant les 4 sources de données. Je l'ai complétée en rajoutant des colonnes calculées dans le langage DAX, donc le taux coûtant, le coût total et la marge en dollars. Et j'ai aussi utilisé le DAX pour créer des mesures d'agrégation, par exemple la marge en pourcentage de l'année précédente. Donc, c'est des mesures d'agrégation que j'ajoute à mon modèle de données qui va me donner beaucoup plus de possibilités du côté de l'analyse. Et pour l'une d'entre elles, pour l'écart des ventes en pourcentage versus l'an dernier, vous voyez peut-être, ça doit être petit à votre écran, mais vous voyez un petit symbole rouge, jaune, vert ici. Si je vais dedans et que je clique sur modifier, c'est un KPI. Donc, j'ai créé un KPI et dont la valeur était 0, la valeur cible si on veut. Et on tend vers 0, mais j'ai quand même donné une petite marge moins 0,02 jusqu'à 0,02. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est que quand la mesure, l'écart entre les ventes de cette année et de l'année passée, si c'est entre moins 2% et 2%, on va le laisser jaune, il n'y a pas à s'inquiéter ou quoi que ce soit. Si l'écart est négatif de plus que 2%, ça va sortir rouge pour avoir un avertissement que les ventes sont en déclin. Et plus que 2%, ça va sortir vert pour montrer que c'est une bonne amélioration versus l'année précédente.
Alors ça, c'est toute l'interface qui me permet de créer les relations, de créer les relations entre les tables, de créer les hiérarchies, de créer mes mesures d'agrégation, de créer mes KPI. Et une fois que c'est fait, je retourne tout simplement dans Excel et je peux maintenant analyser mes données. Donc, du côté d'Excel, euh, premièrement, j'ai fait un petit tableau ici. Vous avez un tableau croisé dynamique. La première chose que vous devez comprendre, c'est que dans mon tableau croisé dynamique, vous voyez ici toutes les tables de mon modèle de données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, généralement, quand vous travaillez dans Excel, vous voulez faire un tableau croisé dynamique, vous pouvez prendre les données d'une seule source. Ici, vous pouvez faire votre tableau croisé dynamique à partir de n'importe quel champ, de n'importe quelle table. En fait, vous pouvez croiser les données de toutes les tables parce que dans votre modèle de données, vous avez défini des relations entre les tables. Donc, vous voyez ici, j'ai des informations qui proviennent de ma table date et des informations qui proviennent de ma table vente conso. Alors, ça me permet de créer ça ici. Et d'ailleurs, dans ma vente conso, j'ai toutes les données de ma table, mais ce que vous voyez FX, c'est tous mes calculs DAX, donc toutes les nouvelles mesures que j'ai ajoutées dans mon modèle de données. Puis vous voyez même le petit jeu de lumière ici, c'est ma hiérarchie, pas ma hiérarchie, pardon, mon KPI que j'ai défini qu'on va utiliser dans quelques instants. Alors, ça me permet de jouer avec mon tableau de bord ici comme ça. Et je vais mettre ça comme ça. Et voici ce que vous pouvez faire notamment. Il y a l'exploration. En fait, le forage. Je vais commencer avec le forage. Le forage ici, je suis allée chercher ma hiérarchie de clients que j'avais définie dans Power Pivot. Vous la voyez ici, province, catégorie, etc. Si je crée un tableau croisé dynamique basé sur ma hiérarchie et que j'explose, vous le voyez, j'ai mes ventes en Alberta dans la catégorie d'employeurs 0 à 499 employés, dans la catégorie biotechnologie et pharmaceutique, et là j'ai le nom des clients et les ventes en question. Alors ça me permet d'exploser comme ça la hiérarchie, mais ça me permet aussi de créer un graphique comme le suivant. Par exemple, ici j'ai mes ventes par province. Je vais double-cliquer sur Québec. J'ai ensuite mes ventes par catégorie d'employeurs. Je vais juste baisser ici. 0 à 499 employés. Ensuite, par secteur d'activité. Et si je double-clique dans lui, toutes les entreprises dans ce secteur d'activité. Alors ça, c'est quelque chose, et je peux remonter en haut dans ma hiérarchie pour le remettre par province. C'est quelque chose qui est possible dans Excel seulement s'il y a des hiérarchies, et les hiérarchies, soit elles sont définies dans vos bases de données, soit vous les définissez dans Power Pivot. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est un tableau croisé dynamique avec vos KPI. Donc, là, je l'avais tantôt, donc votre petit jeu de lumière qui est attendez, juste ici. Donc, vous pouvez aller chercher les valeurs ici pour vous faire un tableau. Par exemple, moi, le tableau, c'est les ventes de l'année passée, l'écart en pourcentage. Et là, on disait jusqu'à moins 2%, entre moins 2% et 2%, c'est jaune. En dehors de ça, c'est rouge ou vert. Et vous pouvez l'exploser aussi par date. Donc, vous pouvez faire un mix de hiérarchie et de KPI. Alors, tout ça s'adapte grâce à votre modèle de données derrière. La dernière chose que vous pouvez faire dans Excel, c'est si vous préférez ne pas travailler avec les tableaux croisés dynamiques, ne pas travailler avec les graphiques, vous pouvez directement utiliser des valeurs cubes pour aller lire dans votre modèle de données. Donc, aller récupérer, dans ce cas-ci, par exemple, les ventes du produit ou du service qui s'appelle analyse des besoins. Et par exemple, pour faire un graphique en tree map, on ne peut pas se brancher un tableau croisé dynamique. Donc, dans ce cas-ci, je pourrais simplement aller chercher les valeurs de mon modèle de données avec des formules cubes et qui vont évidemment, elles aussi, se mettre à jour. Il faut comprendre, tout se met à jour quand on clique sur la mise à jour. Et ça va pouvoir donc alimenter mon graphique ici. Il me reste 10 minutes pour vous montrer rapidement deux dernières choses que vous pouvez faire une fois que vous avez votre Power Pivot d'élaborer. Vous pouvez faire un Power View. Power View,
vous l'avez en Excel 2013 dans certaines versions seulement. Si jamais vous vous demandez dans quelle version d'Excel vous pouvez avoir accès à toutes ces choses-là, allez sur notre blog, il y a un article qui spécifie, parce que c'est pas juste les années, c'est pas juste Excel 2013, c'est Excel 2013, mais certains SKU bien précis. Donc, c'est pas n'importe quelle version d'Excel 2013. Et en Excel 2016, il est présent, mais il est difficile à aller chercher, il est caché. Donc, allez sur le site, vous allez voir quelle version d'Excel il vous faut pour utiliser ces outils-là. Mais donc, le Power View ici fonctionne un peu comme je vais cliquer ici, fonctionne un peu comme un tableau croisé dynamique. Encore une fois, vous avez toutes les tables de votre Power Pivot, de votre modèle de données, et vous ouvrez une table, par exemple les ventes conso, vous choisissez un champ et vous le glissez à l'endroit approprié, comme vous faites avec un tableau croisé dynamique. Donc ici, ça m'a permis de créer une visualisation, par exemple, juste dans le bandeau ici, c'est pour sélectionner un produit. Par exemple, là, j'ai cliqué sur ERP, vous avez vu mes données se sont mises à jour. J'ai mes données ici, par exemple, par province sur une map et je les ai dans chacune des provinces divisées entre les ventes de partenaires, les ventes du site web et les ventes directes. Et je pourrais cliquer, par exemple, sur vente directe, ce qui me permettrait de filtrer mes données ici, qui sont mes ventes par année. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est aussi de faire du forage, donc de double-cliquer dans année. Et là, j'ai préparé ça d'avance, mais pour l'avoir, par exemple, par mois. Et par la suite, je pourrais faire la même chose, par exemple, dire vente directe et ça va filtrer mes données mensuelles. Donc, il y a la possibilité de mettre des filtres, c'est vrai. Donc, vous pouvez ajouter toutes sortes de filtres. Vous voulez voir l'analyse juste pour les catégories d'employeurs 0 à 499 employés. C'est des choses que vous pouvez faire également. Et finalement, la dernière option qui se présente à vous, c'est quand vous avez fait votre Power Pivot et vous voulez analyser vos données, c'est la carte 3D ou le Power Map, dépendamment de votre version d'Excel, qui ressemble beaucoup au Power View, mais qui va être sur une carte géographique et qui va vous permettre de faire jouer des vidéos de vos données au fil du temps. Donc, les données en question, généralement, vous allez utiliser ça quand c'est des données géographiques, mais ça pourrait aussi être des maps personnalisées. Par exemple, la map de votre usine, puis vous récoltez des données par département, puis vous les voyez sur la map de votre usine. Mais ici, j'ai des données donc géographiques qu'on voit sur la carte. Mes données étaient par province, donc je ne peux pas bien cliquer pour aller dans un niveau plus précis, mais s'ils étaient par code postal ou par rue ou par adresse, je pourrais cliquer et les voir sur la carte de façon beaucoup plus précise. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que c'est préparé, je peux faire jouer mon vidéo de mes données au fil du temps. Donc ici, c'est pas mes ventes cumulatives, c'est mes ventes mensuelles, mais peut-être cumulatif, ça aurait été plus intéressant. Au lieu de les voir monter et descendre, on les aurait juste vus monter. Mais c'est donc votre dernière possibilité avec l'outil en question. Je vais fermer le Power Map et je vais retourner ici. Je vais prendre vos questions dans quelques instants. Je sais que Francis répond à certaines de vos questions. Mais si c'est des choses qui vous intéressent, Power Query, Power Pivot, Power View, Power Map, et les sujets en fait qui entourent Excel, moi j'appelle le Excel moderne, sachez que nous on donne des formations en ligne que vous pouvez retrouver à notre boutique dans la section e-learning, des formations en classe à Montréal, vous pouvez les retrouver dans notre section activités sous formation publique et des formations en entreprise si vous êtes un groupe d'employés. Donc on ne fait pas de formation privée, mais un groupe d'employés, on fait ça. Et le prochain webinaire porte sur Power BI Desktop et Power BI Service. C'est la suite logique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a travaillé dans Excel, puis on a analysé les données dans Excel, dans Power View, dans Power Map, mais il y a aussi la possibilité de les amener sur le web et de créer des tableaux de bord, des choses comme ça qui vont être partagées en ligne et qui vont pouvoir notamment être consommés par vos appareils téléphoniques, vos tablettes, etc. Donc, ça peut être franchement intéressant aussi. Alors, c'est le sujet de notre prochain webinaire le 26 février prochain.
Et comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, si des sujets vous intéressent, ben vous êtes bienvenus de rejoindre notre communauté d'usagers Excel et Power BI. Si vous le faites, n'oubliez pas d'aller sur le site community.powerbi.com pour aller vous enregistrer et réclamer la badge de notre groupe d'usagers qui s'appelle Montreal Modern Excel and Power BI. Et sinon, pour le reste, vous aurez un courriel de suivi dans lequel vous aurez le code promo et vous aurez aussi un lien pour un sondage. Donc, le code promo, ce sera 10% à notre boutique en ligne. Alors, j'espère que vous avez apprécié la présentation. Je sais que ça a été un rythme d'enfer. J'avais beaucoup de matériel à vous présenter. Je voulais que vous ayez une vue de tout ce qui est possible de faire avec ces outils-là. Et moi, je vais arrêter l'enregistrement maintenant. J'ai continué de répondre à vos questions pendant 5-10 minutes. Et ben, je vous remercie pour votre présence.